Driss Ghali, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Front Populaire. On vous reçoit aujourd'hui pour deux ouvrages que vous publiez. Vous avez publié très récemment, il y a quelques semaines. Tout d'abord, Français, ouvrez les yeux. Une radiographie de la France par un immigré, c'est chez L'Artilleur, qui est un ami à nous. C'est un réquisitoire très intéressant sur ce qui est devenu la France par quelqu'un, et vous allez nous le dire, qui est un peu à cheval entre plusieurs cultures et qui a du coup une espèce de distance sur ce qui est devenu la France. Donc c'est assez intéressant d'avoir votre témoignage. Et donc je le disais, deuxième livre, qui est un peu en miroir finalement du premier, c'est pour ça qu'on va en parler. Une contre-histoire de la colonisation française, et ça c'est paru chez Jean-Cyril Godefroy dans la collection du Cercle Aristote de notre ami Pierre-Yves Rougeron. C'est ça. Alors, déjà pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, Driss Ghali, succinctement? Écoutez, d'abord merci de m'avoir invité. Driss Ghali, je suis marocain, j'ai grandi au Maroc, je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans pour faire mes études supérieures. J'ai travaillé à peu près 15 ans en France, puis je me suis installé au Brésil par passion pour une femme, pour l'Amérique du Sud. Et je vis au Brésil donc depuis à peu près une douzaine d'années. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis écrivain politique, je donne des conférences au Brésil et ailleurs. Et je me considère comme mon seul mérite, c'est d'être un observateur qui veut bien voir le réel. J'ai des antennes, j'aime bien discuter avec les gens, sentir les gens, parler avec eux. Et j'ai le temps d'observer. J'ai le temps d'observer et de lire, voilà. Avec ces ouvrages, vous apparaissez, c'est le sentiment que j'ai eu à la lecture, un peu comme une espèce de lanceur d'alerte, au moins dans Français, ouvrez les yeux. Est-ce que vous vous voyez comme ça? Est-ce que vous avez l'impression de lancer une alerte? Alors, je vous répondrai en deux parties. D'abord, effectivement, on vit une époque tellement folle que dès qu'on décrit le réel, c'est une alerte parce que le réel va mal. Le réel est rempli de dangers. Et puis il y a une telle sensibilité aujourd'hui, on vous traite tout de suite de radical et tout ça, alors que voilà, je suis lanceur d'alerte malgré moi, parce que moi je pense que ce que je dis ici, ce sont des évidences, me semble-t-il. Deuxième chose, plutôt qu'un lanceur d'alerte, moi je viens du milieu de l'entreprise. Donc je suis, c'est un peu prétentieux, mais je suis un peu un homme d'action. Et j'aimerais beaucoup me rendre utile en donnant des pistes d'action. Parce qu'on est saturé de débats sur les chaînes info, on est saturé de commentaires, on est saturé d'intellectualisme un peu. Et venant du milieu d'entreprise, on est dans les plans d'action et on est dans des boucles courtes. On fait le diagnostic, on essaie de résoudre. Et si la solution ne marche pas, on refait autre chose. Et j'aimerais bien me rendre utile en donnant des billes pour qu'on puisse sortir de cette espèce de cauchemar collectif qui nous mène droit vers le mur, quoi. D'autant que ce cauchemar, ça fait quand même longtemps qu'on est dedans. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait quand même qu'on commence à trouver des solutions. Donc lanceur d'alerte, en partie, quelle est l'alerte que vous lancez quand vous dites aux Français qu'il faut qu'ils ouvrent les yeux? Sur quoi il faut qu'ils ouvrent les yeux et surtout pourquoi ils sont fermés leurs yeux? Sur quoi ils doivent ouvrir les yeux? C'est une troisième révolution française. C'est une révolution française qui est en cours. Donc c'est une révolution. C'est vraiment quelque chose. Il y aura un avant, un après. Nous vivons un moment historique. Donc nous avons de la chance. Nous vivons un moment historique. Il y a des époques qui sont ennuyeuses. La nôtre ne l'est pas. Certainement pas. Les deux premières, vous allez le dire, mais c'est 89 mai 68. C'est ça, les deux premières. 89, on a tué le roi et on a sorti Dieu de la cité, de la vie politique, de la vie publique. 68, on a tué le principe de devoir et on a mis le plaisir. Et l'individu, c'est moi, moi, moi. Là, on est en train d'accoucher d'une troisième révolution qui accouche d'un nouvel homme. Un homme nouveau, au sens un peu fasciste ou communiste, un homme nouveau qui vit en France, mais ils ne se sont pas du tout concernés par le devenir de ce pays, par sa prospérité, par sa grandeur. C'est moi, moi, moi. Et ce nouvel homme, il peut avoir deux versants, deux versions. Soit il est de souche, et là, il vit en France, mais comme un touriste. Il va à Notre-Dame et il n'est pas capable de décoder les symboles. Il rentre dans une église, il n'est pas capable de décoder les symboles, la croix, tout ça, les couleurs, qui sont pourtant son héritage, et disponibles gratuitement pour lui. Et s'il est d'origine immigrée, il a plutôt tendance à ne pas aimer la France et à se dire ici de passage vers les États-Unis ou vers le monde islamique. Et donc c'est un drame absolu parce qu'on ne fabrique plus de Français.
C'est ça la révolution en cours, et c'est une métamorphose. Parce qu'on nous parle souvent de déclin, c'est un vieux thème, le déclin. On a un déclin, mais le déclin, à la limite, il suffit qu'on enlève le frein à main et que le moteur repart. Mais si on ne fait plus de français, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que vous appelez la métamorphose. Hein. La métamorphose, tout à fait. Et donc c'est pire que le déclin, selon vous? De loin, parce que tout ce qui, en France, nous plaît, a été fait par les Français. Pas par les Américains, ni des Marocains, ni des Allemands. La laïcité, malgré tous ces excès. L'égalité, c'est bien parce qu'il y a des Français qui a l'égalité. Le Concorde, le TGV, l'égalité homme-femme, la mixité. L'amour courtois, le flirt, cette espèce de décontraction, la délicatesse de la cuisine. Ce sont des Français qui ont fait ça. Si on ne fabrique plus de Français, ni par reproduction, ni par assimilation, intégration, ce que vous voulez, eh bien, on va perdre ça. On va perdre l'État-providence. Et ça me permet de dire, immigrés et Français de souche, ou Français de branche, comme j'aime le dire, et Français de souche, nous sommes tous à bord du même bateau. Si la France n'existe plus, par défaut de Français, on va tous y perdre. Parce que ce pays est un pays extrêmement spécial. Il a accompli des miracles par une lente sédimentation. Enfin, c'est un pays de catholiques qui ont un peu renié le catholicisme, mais qui sont restés extrêmement humanistes. Enfin, il faut voir le taux de redistribution qu'il y a dans ce pays. C'est juste incroyable et c'est admirable. Mais si on veut garder ça, il faut qu'on garde des Français. Ce sont des Français qui ont fait ces belles choses. Ce ne sont pas les institutions, pas tant que ça. Ce n'est pas le progrès technique. Ce ne sont pas des fonctionnaires. C'est les gens. Et on est en train de changer des gens. Vous dites que les Français sont un peuple d'élite. D'ailleurs, je vous ai entendu dire ça dans la presse. Alors, vous l'avez déjà un petit peu amorcé, mais en quoi ça serait un peuple d'élite? Parce que moi, je peux dire, moi je suis français, donc oui, nous sommes un peuple d'élite, mais sans doute qu'un Marocain dira nous, on est un peuple d'élite, et puis un Brésilien peut-être dira nous, on est un peu. Chacun, vous voyez, peut un peu par patriotisme ou chauvinisme se présenter comme ça. Est-ce qu'il y a des données objectives qui peuvent dire que les Français sont particulièrement un peuple d'élite? Il faut voir le souffle, la sève qui coule dans les veines de ce pays, de sa culture. Je veux parler de ces grandes innovations technologiques. Tout seul, dans son coin, sans informatique, sans avoir la puissance américaine, dans les années 50, la 4e République dont on parle si mal, et plus tard la 5e, on fait la Gazelle, le Puma, la Caravelle, plus tard le Concorde, le TGV, le nucléaire. C'est un peuple d'ingénieurs. On dit la France est un pays de lettres, mais c'est d'abord un peuple d'ingénieurs, c'est des politiques. Que les Américains viennent chercher d'ailleurs en général. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec les travers des ingénieurs, c'est-à-dire que nous sommes de très mauvais vendeurs. Alors si vous me dites, nous ne sommes pas un peuple d'élite pour la vente, on n'est pas bon en marketing et en vente. C'est pour ça qu'on se ramasse face aux Américains et même aux Nordiques qui sont très bons là-dedans. Mais c'est un peuple qui bûche sur une page blanche parce que on n'a pas de pétrole, on n'a pas de très grandes réserves naturelles, de charbon, tout ça, les métaux rares, mais nous avons un amour un peu de la souffrance, de l'effort, de la peine, parce qu'il faut peiner pour apprendre. Et ça, la France, par le catholicisme, qui est aussi une école de la peine qui élève, plus tard repris par la République, par les laïcards qui ont fait le job aussi, qui ont acclimaté ce peuple à l'effort qui libère. La méritocratie. La méritocratie, bien sûr, la méritocratie, même si elle a des nuances, il y a toujours des lobbies, mais quand même, trouvez-moi un peuple où vous avez une notion d'ascenseur social et de méritocratie aussi développée. Vous ne trouvez pas ça chez moi au Maroc. Vous ne trouvez pas ça. Nous sommes une société bloquée, où d'ailleurs la progression sociale se faisait souvent par le djihad ou par la piraterie, les razzias, tout ça, d'où nos guerres civiles incessantes et tout ça. Vous n'êtes pas le seul peuple d'élite, mais vous avez une énergie très particulière. Ce qui fait que vous n'êtes pas des Américains. Donc les Américains, ils sont dans l'explosion, ils sont excellents en vente, ils ont une résilience incroyable. Vous êtes plus un peuple de paysans dans le bon sens du terme qui accumulent. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller trop vite en France. Aux États-Unis, on peut changer le peuple américain en une génération, les Américains assimilent très vite. Vous êtes un peuple qui a besoin d'une sédimentation. Vous êtes très proche des Italiens du Nord. On nous dit de la diversité. La diversité, vous la pratiquez depuis 500 ans. Vous êtes un peu les enfants de l'Italie du Nord. C'est un peuple d'artisans, mais un artisan, c'est pas Zara, hein, ça fait pas de la. Il faut du temps. Il faut du temps.
Et c'est marrant parce que vous dites vous. Oui. Mais c'est intéressant parce que vous vous sentez français, en même temps beaucoup, mais vous ne vivez pas en France et vous avez plusieurs cultures. Est-ce que vous vous considérez comme français ou pas? Très bonne question. Moi, je me considère comme français de civilisation et comme marocain d'origine, donc même de civilisation. Je suis sur deux civilisations. Là, on est fâché, hein, Monsieur Macron est fâché avec le roi du Maroc, donc pour moi, je le vis très mal parce que c'est comme si ma mère et mon père étaient fâchés. Donc je suis sur les deux civilisations. Pour moi, c'est mes deux mères patries. La France, et d'ailleurs, j'ai appris le français par ma mère, marocaine, donc Malika. Donc j'aime charnellement ces deux pays et je ne peux pas renoncer à. J'essaie de concilier les deux. Le fait de vivre au Brésil me permet d'avoir un regard extérieur et puis d'apprendre, parce que le Brésil est en avance sur nous, sur beaucoup de choses, dans le bien et dans le mal aussi. Alors, le Brésil, c'est intéressant parce que c'était quand même une de mes questions. C'est un procès qu'on peut vous faire assez facilement. En fait, vous vivez quand même très loin de la France. Enfin, si on prend la Guyane, vous êtes très près de la France, parce que c'est frontalier du Brésil, on l'oublie un peu souvent. Mais si on parle de la France métropolitaine, alors on peut évidemment vous dire, je vais me faire l'avocat du diable, Driss Ghali, vous dites aux Français qu'il faut ouvrir les yeux, tout ça. Ça fait donc 10 ans que vous vivez au Brésil, où vous êtes... Alors vous allez en France de temps en temps, mais je crois assez peu finalement, une fois ou deux fois par an. Est-ce que vous êtes le mieux placé pour dresser une grande constatation de ce qu'est la France? Vous êtes une espèce d'expatrié en fait, vous ne vivez pas les problèmes que vivent les gens en France, etc. Est-ce que vous entendez cette critique qu'on va vous faire forcément? Bien sûr, bien sûr. Bon, heureusement qu'on n'a pas fait cette critique à De Gaulle, qui était à Londres pendant 4 ans, on aurait pu lui dire. D'ailleurs, on l'a condamné à mort, parce qu'il a fui le bateau. Bon, je ne suis pas De Gaulle, loin de là. D'ailleurs, je parle pas mal de Gaulle. Et puis, moi, j'aurais bien voulu me taire et faire carrière. Mais si je prends la parole, c'est que d'autres n'ont pas pris la parole. Ceux qui vivent ici, enracinés, qui ont des situations, qui ont accès aux éditeurs, aux médias, un pouvoir, ils auraient pu faire le job. C'est pour ça. Et si vous voyez des étrangers faire le job, ça veut dire que la situation est très grave. Et la France a toujours été aimée par des étrangers. Je pense à Léopold Sédar Senghor, qui a écrit de très belles pages sur la France. Napoléon était étranger, corse ou italien. Donc ce pays est béni, ce pays a une mission. Donc c'est normal, vous aurez beaucoup d'étrangers qui vont... Romain Gary, qui s'est naturalisé, puis qui a fait la guerre pour... Vous aurez beaucoup d'étrangers qui vont venir essayer de prendre des coups. Et la France, on vaut la chandelle. Et je dirais autre chose, et là je fais un peu ma confession. J'ai pas fait ça pour le Maroc, qui est mon pays d'origine et qui a besoin d'aide. Mais je pense que la situation du Maroc est beaucoup plus grave que la vôtre. Vous êtes en train de décrocher. Donc il faut bien que je me rende utile. Et je me rappelle, mon père, avant de mourir, il m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait énervé sur le coup, mais qui m'avait beaucoup marqué. Il m'a dit, ta génération ne pense qu'à son CV. Vous n'avez pas de pays. Votre pays, c'est votre CV. Ça m'avait beaucoup embêté. Et je pense que je voudrais, si je le revois au paradis un jour ou ailleurs, je lui dis, j'ai fait le boulot, ou j'ai essayé. Parce que c'est vrai, notre génération, c'est moi, Londres, Paris, New York, Dubaï, mais à un moment donné, on risque d'être toujours des réfugiés culturels quelque part, si ça continue comme ça. L'étranger que je suis, élevé à l'ombre de la culture musulmane et de la civilisation française, ne peut se taire. Mes origines me prémunissent contre la maladie mentale ambiante. Même si je le voulais, je ne pourrais m'insérer dans l'asile d'aliénés qui sert de vie publique à ma génération. Mes parents m'ont élevé en tant que Marocain, musulman et arabe. Ma mère m'a appris la langue française comme un cadeau d'anniversaire que l'on reçoit chaque matin en disant bonjour. Mon père m'a enseigné les valeurs françaises dans leur versant cartésien pour m'émanciper des dérives de ma culture d'origine qui a coulé tel un navire mal avisé sur les hauts fonds de la corruption et de l'indiscipline. Autant dire que je ne peux pas me taire, car je ne peux pas laisser ma seconde famille disparaître comme si de rien n'était. Ma loyauté m'en empêche et mon intérêt bien compris aussi, car un monde où la France n'existe plus et n'est plus reconnaissable est un monde où je suis apatride. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça.
Et ce qui est intéressant, c'est que, vous le disiez, c'est beaucoup des gens, soit étrangers, soit français venant de l'immigration, qui défendent la France. Il y a beaucoup de livres qui paraissent, je pense à celui de Sonia Mabrouk, qui a fait ça récemment, il y a Claire Koch qui avait parlé de son héritage aussi. Même quelqu'un comme Éric Zemmour, finalement, qui n'est pas tout à fait une tête de viking, chacun aura remarqué, et qui, avec ses excès ou pas, et quoi qu'on pense du personnage, défend ardemment la France, son histoire, etc. Que des étrangers ou des gens issus de l'immigration défendent la France, on peut le comprendre parce que c'est vrai qu'il y a un aspect universel, la France parle au monde, etc. Et que des étrangers se reconnaissent dans ce témoignage universel, on peut le comprendre. Ce qu'on peut moins comprendre, c'est qu'ils soient pratiquement les seuls. C'est-à-dire, et là, comment est-ce que vous expliquez que les gens qui vont sur les plateaux télé, alors, peut-être que c'est vous ne montrez pas de blanche dès le départ, vous dites, moi je suis marocain, musulman, je vis au Brésil, donc si vous voulez me traiter de fasciste, allez-y, mais enfin ça va quand même être compliqué à démontrer. Peut-être que le français un peu blanc, moyen, qu'on traite effectivement, on le verra tout à l'heure, de colonisateur, de génocidaire, etc., il a un peu moins envie de prendre son drapeau, etc. Mais ne sous-estimez pas nos amis indigénistes, ils sont capables de traiter Mahomet, notre prophète, d'islamophobe. Ils sont ça sera peut-être la fin, oui, effectivement, ce sera la fin du parcours. Ah oui, oui. Le niveau de bêtise chez nos amis d'extrême gauche, c'est assez incroyable. Moi, je vois deux explications à ce que vous dites. Il y a une lâcheté de la génération. Moi, je suis lâche par rapport au Maroc. La question à me faire, si quelqu'un veut m'embêter, c'est pourquoi tu fais pas ça au Maroc? Et la réponse, c'est que je serai torturé et mort. Voilà. Donc, mes amis français ne seront pas torturés et morts s'ils disent vive la France, mais ils seront morts socialement. Nous ne sommes pas très loin de la défense ici. Ça ne se fait pas beaucoup d'être patriote sur un CV, malheureusement. Alors que si on dit qu'on est woke ou autre, on risque rien, sinon on gagne des points. Et le deuxième point, c'est que le peuple français est soumis à une guerre psychologique pratiquée par ses élites depuis longtemps, qui l'ont convaincu qu'il était nazi, alors qu'il était victime du nazisme, qu'il était génocidaire, qu'il était esclavagiste, qu'aux colonies, il n'a fait que violer et torturer, et qu'en Algérie, aucun Algérien ne voulait de la France, et que les Français ont violé les Algériens, ont massacré. Et ça, nous les immigrés, nous en sommes, grâce à Dieu, nous avons d'autres problèmes, mais nous ne souffrons pas de ça, parce que nous venons d'un bagage, d'un ADN, parce que le sang a son mot à dire, hein. Nous venons d'un inconscient collectif qui est encore immunisé à ça, et ce qui fait qu'on n'a pas ce poids en moins, enfin on a ce poids en moins. Et moi je dis dans le livre, hein, nos élites s'amusent à uriner dans la fontaine d'eau pure du mythe national, du roman national. Ce pays a de quoi être fier de ce qu'il a fait. Et donc on a détruit le moral des gens. À l'armée, le moral est beaucoup aussi important que les canons César. Là, nous, on va à la guerre avec le moral à zéro, déjà perdu. Et quand vous parlez de tropicalisation, j'ai vu ça dans le livre Français, ouvrez les yeux, qu'est-ce que vous voulez dire par ce terme-là? Vous dites la France, on va vers la tropicalisation de la France. Je dis on risque d'aller vers la tropicalisation et je pense qu'on y va. Alors d'abord, la tropicalisation me permet de conjurer un peu le thème de la guerre civile.